Salam alaikum Zeflaoun, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, l'actualité algérienne ne se contente plus d'interroger. Elle dérange, elle inquiète et surtout elle expose des contradictions de plus en plus difficiles à masquer. La visite du pape Léon XIV, que certains voulaient cantonner à une simple séquence diplomatique, s'est transformée en véritable électrochoc politique, en brisant les codes, en pointant du doigt la question des droits humains, en appelant clairement à une ouverture envers la société civile et en insistant sur une évidence que le pouvoir semble refuser d'entendre, faire confiance à son propre peuple, à sa jeunesse. Le souverain pontife a mis en lumière ce que beaucoup dénoncent depuis des années. Un verrouillage persistant, un refus du changement et surtout une défiance chronique envers les citoyens. Des propos qui n'ont rien d'anodin, des propos qui dérangent parce qu'ils touchent juste. Et pendant que ces vérités sont dites sur la scène internationale, sur le terrain, une autre réalité, beaucoup plus inquiétante encore, se dessine. L'attentat de Blida, un drame dont parlent les médias internationaux, dont s'empare aussi l'AFP, mais face auquel ce pouvoir oppose un silence presque total, ou plutôt complètement total, un silence qui n'est plus seulement incompréhensible, il devient suspect. Car enfin, comment expliquer qu'un événement d'une telle gravité soit entouré d'un tel flou? Pourquoi cette absence de transparence? Pourquoi ce refus de communiquer clairement avec la population? À défaut de réponse, ce sont les rumeurs, bien sûr, qui prennent le relais. Et avec elles, la peur, la défiance et un sentiment de plus en plus profond que la vérité est une fois de plus confisquée. Ce décalage est frappant d'un côté. D'un autre côté, le discours officiel qui se veut rassurant, maîtrisé, presque déconnecté de l'autre, une réalité marquée par une tension, par des tensions des inquiétudes et des non-dits. Alors la question est simple, mais elle dérange. Que cherche-t-on à cacher? Jusqu'à quand ce silence pourra-t-il tenir face à une opinion publique de plus en plus lucide, de plus en plus exigeante? Ce soir, chers téléspectateurs, nous allons revenir sans détour sur ces sujets, parce qu'il ne s'agit plus seulement d'informer, il s'agit de comprendre et peut-être de briser certains silences. Restez avec nous. Donc, pour essayer de comprendre, pour aborder ces sujets brûlants, j'ai le grand plaisir de recevoir pour cette émission M. Ilyas Jbaili, ingénieur économiste et militant politique. M. Ilyas Jbaili, marhaba, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et je salue vos invités, ainsi que toute l'équipe d'Il Maghrebia qui assure la couverture de votre émission. Teksaha, merci. Teksaha, Ilyas, marhaba bik. Avec grand plaisir aussi, j'ai avec nous Madame Yamina Bayer, journaliste et militante des droits humains. Monsieur Yamina, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Azdin Toumi sera avec nous aussi, militant politique, et Dr Sidi Mned Ahmed, expert senior onusien, spécialiste expert pour le climat et l'ozone. Ils seront avec nous tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, je vais commencer avec un tour de micro avec vous. Je vais commencer avec vous, Madame Yamina Bayer. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez, ou qu'est-ce que vous pensez de cette visite? C'est quoi qu'on visite? Est-ce qu'on aura peut-être, comme souhaite le pouvoir, on va avoir une nouvelle image de l'Algérie à l'échelle internationale? C'est ça le but de l'Algérie. Est-ce que vous pensez que cette visite, une visite pareille, peut avoir un effet sur l'image de l'Algérie, surtout, comme je viens de dire, sur la scène internationale? C'est une visite quand même historique. Sur le plan de l'organisation
j'ai suivi un petit peu. euh, c'est c'est une visite qui a été très bien organisée. Euh, c'est une très bonne chose aussi pour l'Algérie, qui a quand même une communauté chrétienne dans le pays, qui a encore des églises, etc. D'ailleurs, je crois que c'est le but de la visite du pape. Par contre, pour ce qui est de l'image de l'Algérie, je pense que une très bonne organisation et de belles images ne suffisent pas pour donner une très bonne image pour l'Algérie parce qu'elle doit prouver que les chrétiens qui vivent en Algérie, que ce soit des Algériens ou non Algériens, qu'ils sont bien traités, qu'ils jouissent de leur droit de pratiquer leur religion. Aussi, par rapport à, il y a eu un message porté par le pape, adressé par des ONG à l'Algérie. C'est un message humanitaire, donc voudrait bien savoir comment l'Algérie va répondre à ce message, ne serait-ce, je crois qu'elle a déjà répondu en partie, mais on verra. Donc, je pense que de belles images ne suffisent pas pour donner une bonne image, même si on parle d'image dans les deux sens, mais voilà. Très bien, très bien. Monsieur Liesbeli, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Monsieur Driancourt, avait dit que c'était un coup fantastique diplomatique pour l'Algérie après cette visite, même si peut-être ça diffère de la réalité. Mais est-ce que vous pensez qu'une visite pareille, ça peut changer l'image de l'Algérie à l'échelle internationale et c'est une bonne chose pour le pouvoir surtout? Il faut voir la visite de Sa Sainteté, le pape Léon XIV en Algérie, comme une belle vitrine d'abord pour notre pays, pour l'Algérie, parce que notre pays, en tout cas la terre algérienne, le peuple algérien, et puis depuis des siècles et des siècles, c'est une terre d'espérance, c'est une terre d'accueil, c'est une terre de générosité, c'est une terre de vivre ensemble. Quelque part, le premier message est envoyé un peu, on va dire, à l'extrême droite et surtout à ceux de l'Algérie française, que l'Algérie, elle existait avant 1830, que l'Algérie c'est de la Numidie, donc c'est Saint-Augustin, de Soukharas, de Annaba, donc c'est une terre multiculturelle. La matrice elle est multiculturelle. Maintenant l'Algérie doit assumer son identité complexe. Elle est à la fois berbère, elle est à la fois musulmane, elle est à la fois chrétienne. Tout ça c'est l'ensemble, c'est ce qui donne la puissance et la belle image que véhicule notre pays. De l'autre côté, maintenant, en tout cas, ce n'est pas le peuple algérien qui va gagner, qui va récolter, si j'ose dire, les fruits. Ce sont les autorités algériennes pour dire le pouvoir algérien. Parce que je fais la distinction entre le pouvoir algérien et l'État algérien. L'État algérien, il est représenté par un pouvoir algérien qui, voilà, on ne va pas redire à chaque fois, qui réprime, qui refuse l'alternance, qui ne veut pas bâtir une Algérie démocratique, ouverte au monde. Voilà. Donc, certes, l'organisation a été vraiment très, très, très bien. C'est un coup de maître. Moi, je le dis, peut-être lui dit, monsieur, si lui il prétend que c'est un coup fantastique. Moi, j'ai dit c'est un coup de maître qui est très réussi, en tout cas sur l'image de l'Algérie. Et surtout aussi pour les autorités algériennes, ce coup de maître va les mettre en position de force pour négocier les futurs contrats gaziers, surtout s'il y a une reprise de la guerre entre l'Iran et les États-Unis, et si la guerre va s'enliser, entre guillemets, entre l'Ukraine et la Russie. Donc l'Algérie va être en position de force pour renégocier ces contrats de gaziers et en même temps pour leur dire, écoutez, je reste un grand pays capable d'organiser, capable de recevoir. Ça va lui donner un peu, on va dire, pas un peu, un tant soit peu, quand même une certaine vitrine, une belle vitrine sur le plan international. Mais tout le monde le sait aussi, attention, le pape lui-même qui est américain, qui est augustinien, qui est un penseur, qui est philosophe,
comme ce fut le cas de Saint-Augustin, qui n'est pas uniquement un évêque, il était aussi philosophe, un mathématicien, un musicologue aussi. Donc forcément, cet Américain qui est évêque, il sait que se passe-t-il en Algérie. Les médias français et les médias américains justement, monsieur, je m'excuse, monsieur Les, je vais revenir surtout à cette déclaration, à ce que vous venez de dire, comme quoi il sait exactement ce qui se passe. Mais juste on va écouter d'abord l'avis de M. Azdine Toumi qui vient de nous rejoindre, militant politique. C'est Azdine Toumi, marhaba, Azouflak, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Cécile, bonsoir les invités, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Monsieur Azdine Toumi, Monsieur Lesbeli, Madame Yamina Bayer vient de donner leur avis sur cette visite du pape Léon XIV. Vous avez entendu peut-être, c'est un coup de maître, c'est un coup de génie. Ils ont réussi une très belle organisation. Ils vont peut-être espérer avoir une nouvelle image de l'Algérie, du pouvoir plutôt, sur la scène internationale. C'est quoi votre avis sur ce point, sur ce sujet? D'abord, moi, je n'accorde aucun pouvoir de génie à ce pouvoir qui a juste les moyens et qui utilise tous les moyens pour s'imposer, pour faire sa propagande. Après, bien sûr que la visite, elle reste historique quand même. C'est le pape qui vient visiter notre pays. Ça va rester dans l'histoire de notre pays, de notre peuple. Mais je ne vais pas me laisser aller sur démentionner l'impact de cette visite de 2 jours sur la réalité de notre pays, sur l'image de notre pays. Peut-être que pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, peut-être qu'il y aura cette machine de propagande qui est en train d'être mise en place par le régime pour essayer de donner l'image d'un pays tolérant, réconciliant, où se rencontrent les civilisations, les religions, etc. Mais ça ne changera rien à la réalité de la vie dans notre pays, de la réalité des libertés, des droits humains, la réalité économique, le manque de perspective sur tous les plans. Aujourd'hui, le problème qui se pose dans notre pays, il se pose d'abord sur d'autres plans, sur un plan social, économique. On sait très bien qu'en Algérie, personne ne peut nier qu'aujourd'hui, il y a tous les chiffres, ils parlent de 9 000, peut-être 8 000, 10 000 chrétiens sur 47 millions d'habitants. Ils sont là, bien sûr, et qui sont en train de vivre en harmonie avec les autres citoyens musulmans, peut-être d'autres confessions, peut-être qui n'ont pas de confession du tout. Mais en tout cas, l'Algérie n'est pas un pays qui est confronté à un conflit de confession, etc. Donc aujourd'hui, le pape Léon XIV est venu sur les traces de Saint-Augustin. Ça lui tenait à cœur de faire cette visite. Et il a déjà visité l'Algérie, mais pas en tant que pape. Je pense qu'il a visité en 2007, puis 2012, si ma mémoire Pas en tant que pape, bien sûr. Pas en tant que pape, donc il a souhaité, une fois élu pape ou souverain pontife, de revenir sur ces traces de Saint-Augustin, mais en tant que pape. Monsieur Toumi, on parle de l'Algérie qui essaie de sortir de cet isolement, parce qu'on parle d'une Algérie qui est isolée diplomatiquement, les mêmes accusés de terrorisme d'État. Est-ce que cette visite elle tombe à pic pour essayer de redonner une nouvelle image, surtout par rapport à ces accusations de terrorisme d'État et ces conflits avec la plupart de ces pays du voisin? L'isolement extérieur, il est venu d'abord après un isolement intérieur. Quand vous avez un pouvoir qui manque de légitimité sur le plan intérieur, quand vous avez un décalage entre le discours, la pensée et toute la politique du pouvoir, elle est en décalage avec la réalité que vit le citoyen, avec les aspirations du peuple et de la jeunesse. Il y a ce fossé, il y a ce manque de confiance aussi.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle d'élection, la première problématique qui se pose devant le pouvoir quant à ces élections, c'est l'abstention qui est en train de plus en plus de prendre des ampleurs et des dimensions importantes. Donc aujourd'hui, l'isolement à l'extérieur, il est venu d'abord par cet isolement. Bien sûr, il essaye, le pouvoir, contrairement à ce que dit votre invité quand il parle de génie, moi, je pense que le pouvoir, il profite de la situation. Donc, il profite de cette crise énergétique pour essayer sur le plan sécuritaire et pour aussi se trouver une place, se sortir en quelque sorte de cet isolement. Mais ça n'empêche que ça crée une certaine approximation, un certain déséquilibre dans notre politique étrangère. Parce que vouloir s'obstiner à se sortir de cet isolement vis-à-vis de l'Espagne, vis-à-vis de la France, vis-à-vis des Américains et vis-à-vis de la Russie, de la Chine et vis-à-vis du Sahel, du Maroc, de la Tunisie, cette posture d'essayer de se retrouver avec les nouvelles données géopolitiques, ça a donné un résultat où l'Algérie a complètement perdu un petit peu ses équilibres, elle a perdu sa doctrine diplomatique et cela, à long terme, va provoquer bien au contraire des résultats négatifs qui vont être là devant nous. Très bien. Yamina, je reviens à vous, si vous me permettez. Yamina, on a entendu, peut-être on a eu votre avis sur la forme de cette visite et le but de cette visite, peut-être l'espoir du pouvoir. Mais si on revient maintenant au fond, la déclaration de Pape, ce qui est plus important, beaucoup ont vu que des déclarations franches, directes, par rapport à la situation catastrophique sur le terrain. On va écouter d'abord le pape et ses conseils, parce que le Tebboune était à ses côtés. Il a parlé de la société civile, la place de la société civile dans un pays démocratique. On écoute. كتب من الضروري أن نفكر في المساهمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بطريقة تشمل الحركات الشعبية والمؤسسات الحكومية المحلية والوطنية والدولية بتلك الطاقة الأخلاقية التي تنشأ عن إشراك المستبعدين في بناء المصير المشترك. لذلك أدعوكم أنتم أصحاب السلطة في هذا الوطن إلى عدم الخوف من هذه الرؤية وإلى تعزيز مجتمع مدني نابض بالحياة، مجتمع ديناميكي وحر يعترف بقدرة الشباب خاصة على المساهمة لتوسيع آفاق الرجاء من أجل الجميع. قوة البلد الحقيقية هي في تعاون الجميع لتحقيق الخير العام، فالسلطات ليست مدعوة إلى السيطرة بل إلى خدمة الشعب وازدهاره. لذلك يجد العمل السياسي معياره في العدل الذي بدونه لا يوجد سلام حقيقي، ويتجلى في توفير ظروف متساوية وكريمة للجميع. Yamina, bien sûr, on a vu le président Tebboune applaudir. Peut-être il devait applaudir parce que tout le monde applaudit. Mais la réalité, c'est ça. Le pape, il a critiqué la situation, il a appelé les autorités à donner plus de respect à la population, de faire confiance à la population. C'est quoi? C'est une critique directe par rapport à la situation pour le pouvoir. Il a entendu peut-être les appels des ONG qui ont passé des messages au pape avant d'arriver en Algérie. Et c'est quoi les conséquences d'un discours pareil, soit intérieurement ou peut-être même à l'extérieur? Oui, moi, comment j'ai interprété cette partie-là du discours du pape, c'est comme une réponse. En fait, c'était les messages adressés à l'Algérie par les ONG. Donc, j'ai pu décrypter toutes les demandes dans son discours. Son discours était posé, sage,
il a utilisé des mots subtils mais chargés de sens. C'était comme une main tendue à l'Algérie pour instaurer un climat de dialogue à l'intérieur du pays. Il a parlé de dominer, de ne pas dominer, voilà, La société, ouais. d'inclure, voilà. Il a parlé d'inclusion de la société civile, des mouvements populaires dans la vie dans la, comment on appelle ça? Dans la vie politique et économique. Il a rappelé la générosité du peuple algérien, de son passé. Ensuite, il a parlé du Sud et de la Méditerranée. Et il a dit quelque chose, c'est-à-dire ne pas transformer en cimetière. Voilà. C'est-à-dire cette relation-là entre le désert et la Méditerranée. Je pense que là, il parle des migrants sans les nommer. Harrag, ouais. C'est-à-dire parce que les ONG lui ont adressé aussi dans le message, c'est-à-dire la situation des migrants subsahariens en Algérie et des renvois en groupe dans leur pays. Ils sont renvoyés selon des rapports d'ONG. L'Algérie renvoie des migrants par dizaines ou centaines en les abandonnant dans le désert, c'est-à-dire en groupe. Donc il y a des expulsions forcées. Du coup, voilà, il a adressé plein de messages. Ben, surtout la valeur de ces messages, Yamina, parce que le pape, ce n'est pas une personnalité, si je peux dire, normale. Hein, elle représente des milliards de citoyens du monde. Et c'est quoi la portée de ces déclarations, de son message? C'est quoi la portée? C'est-à-dire que le pape, c'est quand même quelqu'un c'est un homme de Dieu, mais en même temps qui porte des messages de paix. Donc, sa portée, il avait un message à transmettre et il l'a transmis à sa manière, c'est-à-dire sans forcer. Mais il a fait toutes ces demandes-là. Il a dit quelque chose, c'est on ne peut pas dire qu'on est un grand pays ou bien on ne peut pas être un grand pays si on fait ça et ça et ça, c'est-à-dire l'exclusion, etc. Et vous pensez que le pape, comment il a osé avec son message, il faut avoir du courage, hein, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais il fallait oser pour critiquer le régime devant le président qui était assis à ses côtés. J'avoue que je m'y attendais pas qu'il le formule de cette manière-là, mais je sais que les ONG dans la lettre lui ont demandé de le dire publiquement et en privé quand il rencontre les autorités algériennes. Et vraiment, c'est osé et c'était vraiment lent et détaillé. Donc, j'espère enfin que tout le monde l'a compris et je crois qu'il y a eu même dans la salle, il y avait des réactions genre comme s'ils étaient surpris qu'ils disent ces choses-là. Et pour sa portée, je ne sais pas, je crois que les Algériens, je n'ai pas vu beaucoup de réactions par rapport à son discours sur les réseaux. Généralement, les Algériens réagissent. Par rapport aux autorités algériennes, je ne sais pas, je ne vois pas une portée, c'est-à-dire positive, parce que déjà, la veille de l'arrivée du pape, il y a eu l'arrestation du défenseur des droits humains, Hassan Boras, qui a été placé sous mandat de dépôt hier alors que le pape était en Algérie. Il prononçait ce discours-là. Deuxièmement, il y a eu encore il y a une arrestation à Annaba. Il y a eu 2 personnes, je crois, au moins, qui ont été arrêtées à Béjaïa, qui ont été maintenues de nuit en garde à vue et libérées hier. Donc vraiment, dans le message. Donc vous êtes sceptique. Vous ne croyez pas comme quoi il y aura un changement sur le terrain? Je le lis, ma lecture, c'est que c'est une réponse des autorités algériennes aux ONG. Voilà, à la lettre des ONG, elles ont répondu à travers ces actions-là. Très bien. Monsieur Liaj Beili, est-ce que vous pensez que ce discours a pris à contre-coup le régime? Il y a eu peut-être des hésitations dans la salle, il y a un étonnement comme Yamina vient de le dire. Est-ce que vous pensez que c'était un discours courageux, direct et critique du régime, que peut-être personne ne s'attendait à ce temps, si je peux dire, au contenu d'un discours pareil? Alors là, je suis tout à fait sceptique parce que
j'ai tout le respect pour sa sainteté, le pape Léon XIV, mais il n'est pas dans l'esprit de Saint Augustin. Parce que Saint Augustin, au fait, il était un débatteur. C'était un homme de vérité. Quand il débattait avec les Machiléens, il confrontait le débat à la recherche de la vérité, poussait la vérité jusqu'à une infinité. Alors que sa sainteté, Léon XVI, on voit bien qu'il a ménagé les autorités algériennes. Certes, moi j'ai écouté avec attention et intérêt son allocution Gdam al-Maqam Shahid à Alger. Il demande, le pardon. Ça, c'est un message aux Algériens quelque part qu'on doit se réconcilier avec les Français, que je trouve, moi, je fais partie de celles et ceux. Nous devrions signer un traité d'amitié. Il faut se réconcilier avec l'ancienne puissance occupante, parce que le passé, il ne faut pas le zapper. Il fait partie de notre histoire. C'est une histoire commune, mais il faut passer à autre chose. Que le régime, il instrumentalise la question mémorielle pour faire son fonds de commerce, ça c'est sûr. Donc il appelle quand même le pardon. Le pardon, c'est l'espérance, c'est un geste de paix d'ailleurs, c'est un geste œcuménique, que ce soit toutes les religions monothéistes appellent à la paix, même le hindouisme, le bouddhisme, le shintoïsme, on appelle à la paix, parce que la dimension humaine ne prospère qu'avec la paix. Et le pardon aussi, le pardon. Il y a pas mal de grands films un peu à portée spirituelle, le grand pardon. On doit pardonner, c'est comme ça. La vie, elle est faite de péché, de ceci. À la fois, il véhicule un débat spirituel pour dire c'est le pardon, c'est la dimension humaine. D'ailleurs, il s'est attaqué aussi à Trump, dire qu'il n'a pas le droit de parler au nom de Jésus-Christ, quelque part. Donc, ces messages sont très codés, sont très pacifiés. Mais par contre, là, Anna Mantafak, sur un point, avec tout le respect que j'ai pour sa sainteté, je peux vous dire que de Annaba, je la connais quand j'étais très jeune, donc je passais mes vacances chez les grands-parents maternels qui étaient à Guelma, donc c'est Annaba, je connais un peu cette région qui véhicule un discours de vérité. Le discours de vérité, il est très simple. Vous savez très bien, dans la Constitution de 2020, la liberté de conscience a été retirée de la Constitution. La liberté de conscience a été retirée. Et que toutes certaines églises ont été fermées, il faut dire les choses. Et que les gens... pourquoi le Hirak? Le Hirak, c'est tout le monde est libre dans son pays. Je veux dire, c'est une terre qui est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté d'expression, la liberté émancipatrice, la liberté économique, la liberté politique, la liberté sociale. Ça fait partie tout ça de ce paquet, de cette panoplie de liberté. Ça, c'est très important. La Rojoa Aféa, c'est ça ce que nous revendiquons réellement, le Hirak. Ce sont les points forts sur lesquels s'articule pour plus tard un état de droit et un vrai état de démocratie. Ce n'est pas 3/4 de démocratie si on veut aller plus loin. Mais sa sainteté, il n'a pas dit que certains chrétiens en Algérie qui sont persécutés, il faut dire les choses. Pourquoi il y a certains convertis, ils ont le droit d'ailleurs à des hurriyathom, qui sont persécutés par les autorités algériennes, un parcours du combattant pour les conversions, ceux qui veulent se convertir, les églises sont surveillées. Je ne parle pas des églises évangélistes qui font du prosélytisme, je parle de certaines églises catholiques qui sont fermées. Aussi, il faut en parler. Il faut en parler. Il y a pas mal de militants qui sont de confession chrétienne qui ont été persécutés et qui ont fait partie de ce grand paysage du Hirak. Monsieur Diaz, peut-être c'est vrai qu'il n'était pas aussi direct comme vous le suggérez, mais aussi quand même il était un petit peu critique de la situation. Il a appelé à respecter la société civile, à donner la parole à la jeunesse, à accepter le débat contradictoire, à ouvrir les champs de débat entre les Algériens, à faire confiance à sa population, toute la population. Même il a continué à faire cette réconciliation entre le régime et l'Algérien, le citoyen, ce qui est important. On va écouter encore une fois le pape ce qu'il a dit sur ce point.
من الضروري أن نربي على الحس النقدي والحرية وعلى الإصغاء والحوار وعلى الثقة التي تجعلنا نرى في المختلف عنا رفيق درب لا تهديد لنا. يجب علينا أن نعمل على شفاء الذاكرة والمصالحة بين الخصوم القدامى. إنها العطية التي أطلبها من أجلكم ومن أجل الجزائر ومن أجل كل شعبها. Monsieur Lies, je crois qu'il était aussi clair sur ce point de libérer l'esprit critique, accepter l'autre. C'est ça, peut-être, c'est le message de Hirak, c'est le message de tous les militants. C'est un paroissien, c'est un chrétien, c'est un homme de paix, c'est un messager de paix, c'est un homme de dialogue, c'est un homme au fait qui prône la paix. C'est-à-dire, et dans la chrétienté, aussi dans l'islam, la dimension humaine, c'est le pardon, c'est le peuple doit s'exprimer. Donc c'est normal, il appelle indirectement, ça c'est le minimum syndical, Yassalim, quand il dit qu'il faut une société libérée. D'ailleurs, il a dit qu'il faut faire confiance au peuple, il l'a dit. Mais ça c'est un message admissible, acceptable par les autorités algériennes. Mais au fait, vous savez, il est américain. Au fait, c'est un évêque, mais qui philosophe en même temps. Donc, c'est un penseur. Ce qu'on appelle la théorie al-fikr. Donc, il sait où les mots ils vont. Là, il faut attaquer ou là, il ne faut pas attaquer. Il sait qu'il y a un discours qu'il est tolérable par les autorités algériennes. Il ne peut pas dire publiquement que vous avez retiré que la liberté de conscience qui a été retirée de la Constitution, parce que la Constitution, c'est celle du peuple. Donc, il y a des choses. Mais Lies, quand il dit comme quoi il faut accepter l'esprit, il faut développer l'esprit critique, il faut laisser la jeunesse s'exprimer, il faut faire confiance à vos citoyens, c'est comme si la réalité, c'est autre chose. Donc, il critique ce qui est la réalité en ce moment. Je crois que c'est... Non, au fait, c'est pas ça. Non, c'est un réconciliateur. C'est un réconciliateur. Avant qu'il vienne en Algérie, c'est que Macron, il est passé avec son épouse et son ministre des Affaires étrangères. Ils sont partis lui rendre visite au Vatican. On ne sait pas que s'est-il passé l'entretien. Peut-être lui a dit, il faut ma sainteté, il faut user de votre influence pour essayer de faire libérer le journaliste d'ailleurs qui est condamné de façon arbitraire totale et qui n'a rien à voir avec le rien, il est parti pour faire son truc en Kabylie pour libérer Christophe Glaise. Donc quelque part au fait c'est des messages codés. Maintenant il faut savoir interpréter les messages codés. C'est vrai, il rend hommage au peuple algérien, il rend hommage à la terre algérienne. C'est une matrice je veux dire identitaire qui est très forte, qui est très généreuse. Mais en même temps, il y a des messages codés pour le régime. Et c'est normal, il ne va pas dire, écoutez, il sait que ce n'est pas un État démocratique, il sait que les chrétiens sont persécutés, il sait que la liberté de conscience a été retirée en 2020, mais Salim, lui, c'est un chrétien. Donc, pour les analystes, il doit véhiculer d'abord les chrétiens qui sont persécutés en Algérie par les autorités algériennes. Et le processus de conversion, certaines églises, certaines poursuites judiciaires, et c'est ça la réalité. Maintenant, quand il dit le peuple, il faut faire confiance au peuple, développer l'esprit critique, laisser la critique. Non, mais ça c'est le minimum, c'est normal, c'est minimum ça. Mais il n'aurait pas dit ça, par exemple, s'il était en visite en France, en Angleterre, il n'aurait pas dit il faut faire confiance à votre peuple, il faut libérer. Non, du tout. Il n'aurait pas dit. Parce qu'il critique la situation en Algérie. Oui, il l'aurait pas dit, c'est parce que, mais il critique, mais il peut pas critiquer de façon totale. C'est un homme de paix. Il faut qu'il laisse passer des messages. Il a une sympathie pour notre pays. Il aime notre pays. Il aime l'Algérie. Il aime le peuple. Il a de bonnes relations avec les autorités algériennes. Il faut dire les choses. Il a été reçu avec les honneurs, avec des lancers de canon. Donc forcément, quand même, des messages. C'est des messages codés finalement.
c'est une visite qui est réussie. C'est un coup de maître pour les autorités algériennes pour négocier surtout les contrats économiques. Surtout, moi, je parle des contrats économiques et pas politiques, parce que politique, ça n'a rien à voir. Sur les contrats économiques avec l'Italie, l'Espagne et d'autres pays. Maintenant, c'est une bonne image pour nous et le plus important. Très bien. Monsieur Azdine Touma, un discours qui paraît comme acceptable par le pouvoir, il est mesuré, il est plutôt les diplomate, si je peux dire. Est-ce que vous pensez que c'est ça la situation, ou comme l'avait dit Yamina ou d'autres militants, c'est un discours embarrassant, il va embarrasser le pouvoir devant la réalité? Moi, je joins ma parole à celle de CDS, que je salue d'ailleurs, que j'ai le plaisir de partager un plateau avec lui et Yamina. Après, vous savez, d'abord, c'est la déclaration du pape, elle nous donne une idée sur les messages qu'il avait reçus, que ce soit de la part des ONG, peut-être de militants, peut-être de Macron, on ne sait pas. On a eu même une séquence vidéo où il a été interpellé dans l'avion, même par un journaliste français qui lui avait exposé le cas de Christopher Glaise, et on a eu la réponse du pape lui disant que je suis au courant de... Eh ben, justement, c'est Azdine, on va écouter cette vidéo dont vous venez de parler. I just want to talk to you about a colleague of us who is French, journalist, who is detained right now in Algeria. And I hope you can pray for him and use your power and influence to help him, because he is my age, so I'm really concerned. Yes, it is quite young. Azdine, vous pouvez continuer. On dirait que le pape il est très au courant de la situation, surtout la situation de journalistes en prison. Après, au-delà des déclarations du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, qui dit qu'il n'y a pas de détenus d'opinion en Algérie, que c'est le mensonge du siècle, etc., au-delà de toute cette machine médiatique qui nie l'existence de piétinement, de dépassement sur les libertés, les droits humains de notre pays, le pape Léon XIV connaît très bien la situation, le monde entier connaît la situation des droits humains dans notre pays via des ONG, via aujourd'hui, via les réseaux sociaux, etc. Donc aujourd'hui, tout le monde connaît la situation, et ça m'étonnerait que le pape Léon XIV ne serait pas, entre guillemets, dans l'obligation de donner ces messages, que ce soit à titre privé. Peut-être il l'a fait avec des responsables, le chef de l'État ou les autres, mais certainement il apporte le message de paix, de réconciliation, et il va faire un geste vis-à-vis de tous ces appels des ONG, des militants. Je sais qu'il a reçu beaucoup de messages. Il doit répondre à ces appels. Et il l'a fait de manière diplomatique, de manière subtile. Le pape, il ne peut pas faire de la politique. D'abord, c'est une autorité religieuse. C'est vrai que le souverain pontife a un rôle politique au Vatican, c'est le plus petit État au monde. Mais l'autorité politique, elle se limite au territoire du Vatican. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? CDS avait parlé du bras de fer entre le pape et Donald Trump. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où même l'ONU, même le Conseil de sécurité est en train d'être dépassé par les événements. Donc je ne vois pas en Algérie comment le pouvoir pourrait prendre en considération ces dires. D'ailleurs, c'est là où j'ai un regret et une amertume, moi, en tant qu'Algérien, c'est que cette visite historique aurait dû être une occasion au nord, une occasion pour notre pays de vraiment de faire un pas vers la réconciliation, vers la liberté d'expression, vers le retour à la vie politique. Et le régime en place aurait pu saisir cette occasion, et ça aurait été un pas extraordinaire.
avant la visite, il aurait pu libérer, par exemple, les détenus, abandonner les poursuites judiciaires. Justement, ça se dit, au lieu de libérer les prisonniers, comme vous venez de le dire, il a plutôt arrêté d'autres militants. Hassan Bourassi, le dernier, il y a d'autres. Il a été arrêté la veille de la visite du pape et le même jour, quand il était à Alger, il était condamné, plutôt il a été mis sous mandat de dépôt. Bien sûr. Après, voilà, c'est ça comment il faut faire la part des choses entre le discours et la propagande du pouvoir et la réalité que vit le citoyen algérien au quotidien, que ce soit sur la question des droits et des libertés ou sur le plan économique et social. Donc cette réalité, elle nous impose. En fait, elle est le résultat, cette réalité elle est le résultat d'une feuille de route qui a été imposée par le pouvoir. D'ailleurs, depuis le début de Hirak, le pouvoir n'avait aucune intention, aucune volonté politique d'aller vers l'ouverture, d'aller vers le partage du pouvoir, d'aller vers la démocratie, d'engager l'Algérie sur un processus démocratique ou la construction d'un État de droit. Il voyait le Hirak comme une crise, or que le Hirak c'était la solution pour la crise que vivait justement l'Algérie. Le pouvoir a fait tout le contraire, donc c'est casser le Hirak, c'est déconstruire tout ce que le Hirak avait construit, comme l'a dit Céliès. L'âme du Hirak c'était le rassemblement, c'était la réconciliation, c'était la tolérance. C'était comment Justement, M. Aznitoum, comme vous venez de le dire, tous les Tarois, le pouvoir il essaye de donner une nouvelle image avec cette visite, comme quoi on est ouvert aux investissements, comme quoi on est tolérant. Sur le même moment, le même jour de sa visite, il y a eu cet fameux attentat, parce que je dis fameux, je ne sais vraiment pas s'il a vraiment été un attentat ou non, puisqu'il n'y a aucune communication officielle, malgré que tous les médias du monde, il y a plein de médias, de journaux, de télévision qui en ont parlé, et toute Facebook, les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, ils en ont parlé, mais officiellement, ni les journaux, ni les médias algériens, ni bien sûr les autorités en ont parlé. Je vous donne un petit exemple, ce que l'information a été circulée dans les médias français. On écoute cet exemple. On vient de l'apprendre en Algérie, un double attentat suicide a eu lieu pendant la visite du pape lundi, donc hier, et ce alors que la visite du pape en Algérie se poursuit, une visite déjà entachée par des polémiques et des passes d'armes avec Donald Trump et son administration à propos de la guerre au Moyen-Orient. Selon l'agence France Presse et des médias occidentaux, un double attentat suicide a eu lieu lundi à Blida, à une quarantaine de kilomètres d'Alger. 2 kamikazes se sont fait sauter et sont morts, a précisé une source à l'AFP, ajoutant que le bilan était pour l'heure inconnu. D'une manière absolument catégorique, c'est attesté par 2 témoins. Il y a eu 2 incidents de sécurité hier après-midi à Blida, incident à caractère terroriste, a ajouté cette même source. Des images authentifiées mardi par l'AFP montrent 2 corps dans la ville algérienne de Blida. Monsieur Aznitoum, comment vous pouvez expliquer ce silence, soit confirmer, soit démentir, mais comment expliquer ce silence pour laisser la rumeur faire le tour du monde sans aucune réaction? Incompréhensible, justement. Ce paradoxe que je ne comprends pas, comment l'APS, des fois le ministère des Affaires étrangères, réagit à un reportage qui passe dans une chaîne française, par exemple, ou ailleurs, et ça réagit vite et d'une manière virulente, etc., quand il s'agit de ces émissions. Et là, un événement important, quand même. On laisse les Algériens dans l'angoisse, dans l'incertitude, et on laisse le champ libre à la spéculation dans un moment où le pape effectue une visite importante et historique dans notre pays. Moi, j'aurais aimé voir les autorités réagir à cette information. Jusqu'à présent, ça reste une information. On n'a pas ni la confirmation, ni l'affirmation de ce double attentat, si on peut dire ça. Aujourd'hui, l'AFP avait fait un papier où
on a dit que ça a été authentifié, que les sources étaient sûres, etc. Mais jusqu'à présent, Alger n'a pas réagi. Je trouve ça regrettable. On a pris habitude, quand il s'agit surtout de tout ce qui touche au terrorisme, on a vu des réactions rapides et efficaces de la part, que ce soit du NBN ou de l'APS ou de la télévision ou bien de la presse nationale et des chaînes de télévision ou du ministère il faut que la politique de communication de notre pays soit cohérente avec elle-même. Des fois, parfois, on se retrouve dans une situation où cette carte elle est utilisée pour un petit peu faire peur aux gens, projeter la conscience des citoyens dans un avenir incertain pour dire qu'il y a toujours le danger terroriste dans notre pays. Et de l'autre côté, on veut donner l'image d'un pays sûr, stable, qu'on a vaincu le terrorisme, qu'il n'y a plus de terrorisme. Mais au même moment, à chaque fois, on voit des repentis, on voit des attentats, on voit... Moi, je pense qu'il faut trancher cette question définitivement. Soit on a vaincu le terrorisme, on passe à autre chose, on est un pays sûr, on est un pays qui peut être favorable à de l'investissement étranger, au tourisme. Peut-être, M. Toumé, ça fait leur... un pays investi. Peut-être ça leur fait leurs intérêts de rester dans le flou. Ils peuvent utiliser le terrorisme quand ils veulent pour essayer de mobiliser les citoyens quand ils veulent. C'est ça les critiques. On dirait que les actes terroristes ou le terrorisme est manipulé d'une façon ou d'une autre en Algérie. C'est ça les critiques qu'on entend de la part des militants. Mais c'est contre-productif. Quand vous donnez l'image d'un pays qui est infesté de terroristes, vous ne pouvez pas demain avoir des investisseurs qui vont venir ramener des capitaux, des milliards de dollars pour les investir dans un pays qui n'est pas sûr. Déjà sur le plan juridique, sur le plan du climat des affaires, déjà, on est un pays instable, on est un pays peu attractif par rapport aux capitaux étrangers à l'investissement. Je parle de gros investisseurs comme la Chine ou les Américains qui sont en train d'investir ailleurs. Nous, les seuls investissements qu'on est en train d'attirer en ce moment, c'est ceux qui sont relatifs aux hydrocarbures, à l'énergie, aux mines. Avec la dernière loi des mines, ça permettrait aux sociétés étrangères de détenir jusqu'à 80% de notre sous-sol, de notre richesse. C'est fou, hein? Quand on parle comme ça, ça apparaît léger, mais je vous garantis qu'un jour, ceux qui ont voté cette loi à l'Assemblée, ils doivent être jugés pour haute trahison, hein, pour ce bradage des richesses dans notre pays. Donc aujourd'hui, déjà, sur le climat des affaires, déjà, c'est pas attractif. Et puis, si on rajoute une couche, on dit qu'il y a encore du terrorisme dans notre pays, ça va dissuader les investisseurs. Très clair. Ça va dissuader le tourisme. L'Algérie, aujourd'hui, qui cherche des ressources autres que les hydrocarbures. Donc, le tourisme peut constituer une source importante des devises. Donc, aujourd'hui, le pouvoir, tellement il est obsédé par son maintien, quel que soit le prix, il est prêt à jouer sur cet équilibre difficile, cette posture entre il y a encore du terrorisme, mais on l'a vaincu. C'est très clair, monsieur. Il n'est pas dangereux, etc. Et cette posture, elle crée dans le minimum, c'est de discréditer complètement notre pays. Si ce n'est donner l'image d'un pays qui n'est pas stable et qui n'est pas sécurisé. Très bien. Monsieur Azdine Toumi, militant politique, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette émission à Texaha. On va devoir aller pour une petite pause, puis on va revenir et continuer ce débat. Restez avec nous.